Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Super Designers. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureux car je reçois quelqu'un d'exceptionnel, d'incroyable, ça va être Teddy Le Caillon. Alors celui que j'appelle fièrement mon mentor, c'est un génie créatif au grand cœur et surtout un product designer extraordinaire derrière la refonte mobile de l'application Kiabi. Bien sûr la refonte design qui fait tant parler d'elle ces derniers jours. Alors préparez-vous à une avalanche de bons conseils, d'histoires passionnantes et de motivation. Alors Teddy, merci d'être là aujourd'hui pour inspirer nos auditeurs. Merci beaucoup, Léo. Merci. Oh là, quelle intro. Alors, on va pouvoir discuter, jaser ensemble, comme on dit chez moi. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire quel type de designer tu es? Comment tu te définis en tant que designer? Euh, Comment je me définis en tant que designer? Je pense que je me définis d'abord comme déjà un designer d'outils métiers de base. J'aime bien le préciser. J'aime bien le préciser parce que en fait, ce sont mes interfaces préférées des outils métiers, tu vois, des plateformes. Et ça me permet aussi d'expliquer que un peu plus facilement que je suis spécialisé dans en fait, dans la résolution de problèmes métiers complexes potentiellement. Voilà. Et après, par contre, j'ai envie de dire, je suis plutôt, je suis un designer pragmatique du coup. Parce qu'il faut un peu du pragmatisme dans la résolution de ces problèmes pour les utilisateurs finaux. Donc voilà, je suis résolument pragmatique et ouais, spécialisé dans les outils métiers du coup. Voilà. Ok, bah génial. On va en parler d'ailleurs parce qu'on va refaire un peu ton parcours. D'où t'es venu, d'où tu pars, quelles sont tes années d'expérience, etc. Donc Ok. voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu où est-ce que tu as commencé et puis comment tu as commencé en tant que designer? Ouais, d'accord. Du coup, en tant que designer, tu vois, le premier, là où j'ai vraiment vu des premiers éléments de design, c'est en DUT informatique. Donc, j'ai fait des études d'informatique, donc de développeur d'abord. Et en fait, je suis tombé amoureux du module web que j'ai vu en DUT informatique. Et c'est là que je me suis dit, ok, je pense que j'ai quelque chose à faire dans le développement, mais côté plateforme numérique. Donc c'est là que j'ai commencé. Et donc j'ai fait un DUT informatique sur 2 ans après mon bac. Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Donc Donc j'ai toi, fait à une la base, liste. t'as pas d'études de design. C'est vraiment, t'as commencé Non, par pas du l'informatique, tout. donc Pas le du tout. développement. Ouais. Ouais, en fait, là, on recule en 2000, ouais, 2008, du coup, le DUT informatique. Et tu vois, en fait, le design, ça n'existait juste tout simplement pas. En fait, enfin, il y avait pas le mot, enfin, le poste UX, UI designer n'existait pas. En fait, il s'est démocratisé au moment où moi-même je devenais ce designer. Et du coup, juste avant ça, je faisais donc DUT informatique. J'ai fait une licence 3 en conception, concepteur intégrateur web. Donc tu vois, une licence du bac plus 3. Et ensuite, j'ai fait un master en management de projet. Et ce master en management de projet, je l'ai fait en alternance, donc du coup dans une agence lilloise que tu dois connaître. Et Effectivement, parce qu'en fait, effectivement. donc qui s'appelait Teammate. Et chez Teammate, c'est en fait c'est mon unique expérience professionnelle dans une boîte à mon actif quoi. Où Parce tu as que passé justement quelques années, mais ouais. où tu as gravi un peu les échelons ou changé plutôt de poste, plutôt ça. Ouais, j'ai changé plutôt de poste, c'est ça, parce que j'ai commencé en tant qu'intégrateur. Donc c'est l'ancien nom de poste pour front-end designer, front-end développeur aujourd'hui, tu vois. Et en fait, avant c'était donc un intégrateur. Je faisais beaucoup de CSS, je faisais du HTML, CSS, du JavaScript. Et en fait, à ce moment-là, moi, je lisais beaucoup, enfin, donc passionné totalement de l'univers dans lequel j'étais tombé. Je lisais beaucoup de blogs, je lisais beaucoup d'articles, en tout cas, de confrères anglo-saxons, donc plutôt Ok. côté Amérique. Et en fait, Tu t'en rappelles un petit peu justement de ces confrères ou est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce que c'est ouais, tu vois, il y avait, ah purée, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus?
Putain, des noms qui me viennent comme ça, c'est Après, hyper si compliqué, on n'a c'est pas, c'est vieux. pas grave. Je sais pas si Joey Banks était déjà là, parce que je sais que maintenant c'est une Non, c'est inspiration, mais après. C'est c'est après que j'ai après. connu Joey Banks, mais tu vois, c'est assez moderne, on va dire, comme enfin, c'est assez récent plutôt comme source, mais pour moi en tout cas. Mais non, avant ça, il y avait des designers comme Sacha, donc c'était Sacha Greff, il s'appelle. Et le mec maintenant, il travaille au Japon ou en tout cas dans un pays asiatique, me semble-t-il. Je crois que c'est Osaka, bon bref, mais c'est un designer de la vieille époque. Il y en a d'autres, mais en fait j'ai oublié leur nom parce que derrière maintenant, bah tu sais, ça c'est, hein, j'ai renouvelé mes sources, etc. Mais bon, en tout cas à l'époque, du coup, je suivais pas mal d'actualités sur le sur le produit tech en général, le produit numérique, et commencer à se démocratiser l'idée de créer des maquettes avant de développer directement le produit. Du moins, de porter une attention particulière avec beaucoup de détails aux maquettes avant de les développer. Nous, avant, ce qu'on faisait, donc à cette époque-là, ce qu'on faisait, c'était ni plus ni moins que des wireframes, des zonings. On se disait, bah là, on va mettre ça, 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 et puis c'est tout. Et en fait, on faisait du live coding, quoi. Ouais. On créait l'interface en direct, directement avec le code. Il y avait même pas de librairie ou de enfin, de librairie plutôt des côté développeur. Alors moi si je commence en fait je suis arrivé dans le moment où il y avait l'effervescence de Twitter Bootstrap qui est un framework front-end donc qui donne en fait un style de base aux éléments ergonomiques, tu vois. Donc il y avait tout, c'est une librairie avec des boutons, des menus, des enfin plein d'éléments ergonomiques que tu pouvais mettre directement dans ton projet. Et c'était super cool. En tout cas, nous, on s'est approprié ce framework et du coup, on crée nos interfaces, tu vois, nos plateformes d'administration, etc. avec ça. Et c'était super efficace, super utile. Et surtout à l'époque, enfin, faut se dire qu'à l'époque, c'était carrément ouah, c'était un gain de temps phénoménal, c'était une révolution technologique pour nous, quoi. On se disait putain, c'est trop bien, on démarre avec une librairie déjà costaud, avec tous les composants de base de notre projet qu'on avait besoin la plupart du temps. Mais du coup, quand même, avant ça, on se disait, enfin moi en tout cas, je voyais du coup en lisant ces articles de blog, etc. Je dis, mais c'est pas con ce qu'ils font aux États-Unis. Ils dessinent vraiment l'interface sur un logiciel. Donc en l'occurrence, c'était du basico basique Illustrator, Photoshop, Photoshop, ouais. les classicos, tu vois. Et moi, justement, dans ces moments-là, donc après, enfin pendant le master en management de projet web, dans la deuxième année, où je commençais à valider un petit peu le fait que j'étais en poste, en tout cas chez Teammate, et que je faisais de plus en plus de d'intégration et surtout de design. Il y a eu la sortie d'un logiciel qui a révolutionné complètement toute ma vie, ma façon de voir les choses et tout, c'est Sketch. Et là, ça a tout changé. Parce que Sketch, c'était en tout cas à l'époque toute nouveauté, un logiciel parfaitement à mi-chemin entre Photoshop et Illustrator, qui prenait les avantages de Photoshop et les avantages d'Illustrator en dégageant tout le reste, en fait, tout ce qui servait à rien, et en tout cas qui était spécialisé dans la création des interfaces. Aujourd'hui, on utilise Figma, évidemment. Ça a été ouais, une belle guerre, enfin c'est une belle concurrence que se font les deux logiciels. Mais à l'époque, en tout cas, Sketch c'était le premier. Et j'ai fait acheter une licence à mon patron, du coup, tu vois, à Marc-Antoine. Ah, Je lui ok. dis, j'aimerais bien une licence de ce logiciel et je voudrais dessiner les interfaces avant qu'on développe les produits pour nos clients. Il Est-ce que a ça a dit été banco, dur? allez, on y va. Ça a été dur de le convaincre, justement, parce que maintenant, on peut savoir qu'acheter des logiciels dans certaines entreprises, ou même justement dire, voilà, on va utiliser une nouvelle technique, surtout précurseur un petit peu, parce que ça venait des États-Unis, mais toi, t'étais en France. Donc, est-ce que ça a été un peu plus compliqué, hein? Ça n'a pas été compliqué du tout parce que justement, tu vois, la philosophie de l'agence, la Mm. philosophie du patron Ouais. de Marc-Antoine, c'était justement de donner un petit peu de l'autonomie aux gens, tu vois, aux salariés. Et puis surtout, voilà, j'avais préparé un peu mon speech, tu vois. Je suis dit, franchement, il y a moyen, vu que il y a moyen même, en fait, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se le dire, il y a moyen que ce soit si qualitatif qu'on puisse vendre cette compétence.
Et en fait, ce que je faisais ni plus ni moins, c'était en train de créer le poste de UI designer en fait. Et ce mot-là, donc User Interface Designer, le poste, j'ai commencé à le voir écrit dans des écrits, tu vois, dans certaines vidéos, dans des écrits des États-Unis, et c'était parti. C'était parti. Là, moi, je me suis dit, moi, je prends ce train-là. En fait, moi, ça me plaisait beaucoup. J'étais performant. Je voyais bien que j'avais plus d'appétence sur la partie design que sur la partie de code, donc sur le développement. J'étais moins performant que mes pairs en développement, mais par contre j'étais plus créatif, et surtout j'avais plus de considération sur le détail d'intégration pour essayer d'avoir la meilleure interface possible. Et finalement, ça s'est découlé vers l'ergonomie, tu vois, les meilleurs workflows, les meilleurs comportements, les meilleurs enchaînements d'écran. Et j'étais parti sur au début, c'était très Ted il soigne beaucoup les écrans avec du CSS qui est super chouette, que nous ça nous fait chier de le faire, tu vois, en tant que développeur. Et il dit, et il fait en fait ce travail de synthétisation des idées, c'est facilitation de compréhension de l'interface. En fait, je faisais le boulot d'un UI designer, quoi, ni plus ni moins. Un Et précurseur. Et tu te sentais précurseur déjà à l'époque? Parce que quand t'en parlais avec justement tes pairs, c'était bah, en non, fait, nous on s'en fiche. je le ressentais pas parce que tu vois, en fait, c'était super compliqué. En fait, avec du recul, j'ai compris que putain, en fait, j'ai suivi la vibe des Américains totalement, et la création du nom UX et UI designer, bah, en fait, ça s'est fait naturellement, tu vois, mais j'étais pris dedans, en fait, dans l'inertie de toute cette mouvance, et du coup, je l'ai pas senti plus que ça. Moi, je me suis dit, moi, ça me paraît logique de faire ça. Ça me paraît cohérent. Il y a carrément un développement business à faire, c'est-à-dire vendre la compétence de faire des maquettes. Et en fait, c'était juste logique de se dire, ça, en fait, on gagne du temps si on prépare des maquettes avant de les développer, qu'on puisse s'apercevoir s'il y a des trucs qui vont pas, avant en fait avant d'engager cinq mecs à développer directement le produit, s'apercevoir qu'en fait ils font fausse route, et de tout changer. En fait, c'était juste plus logique de préparer les plans. En fait, Et voilà. à l'époque, comment justement tu prouvais ça que en fait on gagne du temps, parce qu'après t'as monté Ah, ton équipe, t'es devenu ouais. lead justement de ça. Ouais, c'est ça. Donc après, effectivement, j'ai commencé à faire du 50-50 front-end et puis design. Et puis ensuite, par la force des choses, 100% design en fait. Et donc j'ai tout appris sur le tas. J'ai pas du tout de formation ni rien. Et comment bah en fait, ça se prouvait en fait hyper facilement. Ça se prouvait hyper facilement parce que tu sais, tout était plus long en plus à l'époque à développer. Et donc ne serait-ce que préparer les plans à l'avance et les développer. Enfin, c'est vraiment comme si tu te disais, je suis comment dire, t'es sur un chantier, tu veux construire un bâtiment. Il n'y a pas de plan, vas-y, il y a les matériaux, on a le charpentier, on a le maçon, on a l'électricien, ils vont réussir à la construire, la baraque, tu vois. Euh, En fait, ça paraît logique d'avoir des plans à suivre pour s'apercevoir si le projet il est faisable ou pas, et si ça va aller vite ou pas à faire, tu vois. Et Et en plus, il donc, n'y avait pas toutes les techniques maintenant de se dire, ok, non, ce bouton-là, il va servir à ça, ou même, bah voilà, on met des autolayages. Enfin, je mets juste un ouais. truc vraiment bateau, mais Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, tout était vraiment à la mano, et c'était pas, en gros, tu pouvais passer des journées entières à développer une succession de 2 écrans pour t'apercevoir que ah non, en fait c'est vrai, ça va pas comme ça, la fonctionnalité en fait elle est pas mature, on n'a pas réfléchi à tout, les tenants aboutissants, bah, enfin bref. Et en fait tu perdais un temps mais monstrueux de développement, et nous les développeurs c'est la ressource la plus chère en fait pour nos clients, etc. Et du coup fallait optimiser au maximum. Et en fait ça nous est apparu comme une évidence de penser vraiment les interfaces avant de les faire, quoi. c'est intéressant parce que là, du coup, tu dis, on gagne de l'argent, c'est justement, on optimise la façon de développer, et du coup, c'est Oh, clairement bah ça oui. aujourd'hui. J'espère que tout le monde, du coup, l'a en tête, parce que c'est vrai que maintenant, des fois, il y a de plus en plus d'équipes de design qui sont internalisées assez rapidement. On en parlait la dernière fois, où c'est justement, maintenant, c'est un designer pour 10 développeurs, c'est quelque chose comme ça. Ouais, bah Euh, en fait
j'ai envie de dire, ouais, c'est en pleine transformation, notamment avec l'arrivée d'intelligence artificielle. Là, tout ça, là, ces stats-là que tu donnes, en fait, elles vont être renversées demain. Mais du coup, ce qui est sûr et certain, c'est que par contre, le product designer, lui, il a un bel avenir devant lui parce qu'il va avoir vraiment beaucoup plus de boulot encore. Et tu disais, est-ce que c'était évident dans la tête des gens, machin. J'espère que c'est évident aujourd'hui. Euh, oui, je pense qu'on peut résolument se dire que c'est évident. Donc pour la plupart des nouvelles boîtes tech, même celles qui sont, tu vois, qui ont une bonne taille et qui sont bien implantées, ils savent très bien l'importance du design. On a une très bonne publicité en tant que product designer par des produits comme des Airbnb qui sont vraiment enfin, Airbnb, Spotify, enfin tous les produits tech qu'on utilise au quotidien aujourd'hui, Uber, etc. Bah en fait. Ouais, tout cela, ils nous font une pub énorme parce que on sait très bien qu'ils ont des product designers vraiment hyper chaud bouillants qui ont fait un travail monstrueux et qui démontrent tout simplement leur succès en fait par le succès commercial qu'ils ont quoi, ce qu'ils ont. Voilà. Ouais. Et du coup, pour terminer ton parcours, après, tu as passé, je crois que c'était 12 ans chez Teammates, voilà, ou Ouais, quelque chose c'est comme ça. ça. Et ensuite, après, on va Ouais, parler du coup de l'application Kiabi et comment t'es ouais, rentré chez Kiabi, voilà, en tant que ouais. freelance. Ouais, c'est ça. Ben, du coup, 12 ans chez Teammates, en gros, donc avec le poste au départ de front-end développeur, qui Mhm. s'est transformé en designer UI, qui s'est transformé en designer UX UI, et qui s'est transformé en directeur de l'expérience utilisateur, donc avec une belle petite équipe que je pouvais diriger entre guillemets, même si je donne beaucoup d'autonomie à mes confrères, quoi. Euh, et puis oui, du coup, ouais, 12 ans du coup dans l'agence parce que je faisais vraiment tout ce qui me plaît le plus. C'est encore aujourd'hui le cas. Je peux affirmer que ce qui me fait vraiment kiffer, c'est la création de produits de start-up. Donc ça, c'est vraiment ma spécialité principale. L'application métier, du coup, comme tu disais, En c'était application métier, principalement. ouais, du coup, parce que ouais, des startups, bah de toute façon, par définition, elles ont un business bien particulier à développer. Les porteurs de projets, ils ont des idées innovantes et du coup, c'est forcément enfin, c'est pour beaucoup en tout cas lié à du métier complexe. Quand je dis complexe, c'est des métiers en tout cas avec des problèmes à résoudre bien particuliers qui demandent du coup des interfaces sur mesure pour ça. Ça, c'est mon dada. Et ouais, voilà. Et donc, 12 ans chez Teammates. Et ensuite, ben, là, depuis, ça fait même pas un an, du coup, mais que je suis auto-entrepreneur, du coup, donc designer freelance, designer, product designer freelance. Voilà. Génial. Beau parcours. Merci. C'est vrai que c'est le parcours. Maintenant, il y a des écoles de designers, donc c'est vrai Ouais. que maintenant les nouvelles générations diront plus ah bah tiens on est passé par le développement, même si je pense que c'est un atout et ça on pourra en parler parce que tu Ah nous ouais. parleras un peu comment Ah t'as ouais. créé l'application Kiabi, comment t'as Ouais. géré le design system et la documentation avec des devs à la fois, Ouais. enfin avec du développement natif. Donc tu nous diras ça, mais du coup comment t'es Yes. rentré chez Kiabi? Et on va Mm. commencer par là avant Ouais. justement d'attaquer le dur Ok. et quels ont été tes défis chez Kiabi? Ouais, ouais, ok, ok, c'est parti. Euh, Du coup, comment je suis arrivé chez Kiabi? Bah, tout simplement, donc pendant mes années teammate, de toute façon, je me suis toujours très investi dans le métier, puisque c'est une passion d'être product designer. Ça a Que changé t'as bien mon regard. transmis. Ouais, merci, c'est gentil. Bah ouais, c'est un métier passionnant, c'est un métier de passion, je trouve, et surtout, enfin, on est performant que lorsqu'on est passionné. Et en fait, moi, mon métier change totalement mon regard sur le monde entier. En réalité, moi, je pense design, je vis design dans le sens général du terme. Je pense à l'expérience, aux expériences en fait que je vis au quotidien. Donc du coup, ça me permet de voir les choses sous un autre angle quand je me balade dans la rue, etc. Enfin, quand je vis tout simplement. Et du coup, oui, avec une philosophie très forte sur l'aspect d'être curieux. Et grosso modo, ouais, ce que je voulais dire, c'est que ben
je m'investissais beaucoup, je m'investis encore d'ailleurs, mais dans le secteur d'activité, dans le monde du design. Et du coup, je me suis fait un réseau assez grand de pas mal de confrères designers, mais pas que en fait, enfin tous ceux qui sont passionnés de produits en général. J'ai rencontré plein de professionnels que je me suis ajouté dans mon réseau. Et en fait, ça a été, bah voilà, j'ai rencontré pas mal de gens. Et j'ai un ami qui est un product manager, coach agile, que j'ai suivi depuis le DUT informatique Ok. avec moi. Et en fait, c'est lui qui me dit un jour, écoute, je sais que tu vas bientôt, tu vas terminer ta mission chez Teammate bientôt. Et moi, j'ai un projet sur lequel je suis et qu'on aurait besoin d'un designer, mais ce serait à enchaîner très rapidement après la fin de ton contrat avec de chez Teammate. Et du coup, il m'a fait rencontrer les gens là-bas chez Kiabi. Et puis il m'a dit bah voilà, ce serait une mission full time jusqu'à octobre de l'année dernière, de l'année 2024. Et c'est sur un projet assez chaud, mais je te laisse rencontrer le directeur produit là-bas, il va t'expliquer. Et du coup, bah voilà, de fil en aiguille, hein, cet entretien, ça s'est super bien passé. Et on a parlé de stratégie et tout, et de développement de produits, et notamment bah, la création de 2 applications natives, iOS et Android, pour la marque Kiabi. Et puis bah ça s'est fait, voilà, ça s'est fait dans l'enchaînement. Je suis arrivé en juin chez Kiabi, et j'ai rencontré l'équipe avec laquelle j'allais travailler sur les prochains mois. Et en fait, je suis encore chez Kiabi à l'heure actuelle. Ouais, on est au mois d'avril On et est au mois d'avril de l'année 2025. Et en fait, bah, ça s'est pas arrêté en octobre. J'ai continué et je suis encore là-bas, et je fais pas mal de choses, quoi. et du coup ton rôle pour être précis sur cette application, ça a été quoi et est-ce que tu peux présenter rapidement bah, du coup ce qui est sorti, du coup l'application Kiabi pour après pouvoir savoir quel rôle tu as eu en termes de UX, quel élément tu as touché, à la fois design system, mais aussi à la fois peut-être à la donnée pour pouvoir approuver Ouais. voilà. Ouais, effectivement, bah Et- du coup, mon rôle, ça a été vraiment dès le départ, on veut créer du coup une application Kiabi digne de ce nom. En fait, l'application qui était disponible pour les utilisateurs, qui était disponible sur iOS et Android, c'était ni plus ni moins qu'une application qui renfermait, qui encapsulait une web view qui allait appeler le site web en fait. Donc c'était ton bah même pas, parce qu'en fait c'était ni plus ni moins que le site internet en responsive encapsulé dans une appli. Bon, je le caricature comme ça, c'était ça. Et là, la volonté du groupe, de la marque Kiabi, c'était quand même de créer une expérience utilisateur beaucoup plus approfondie, beaucoup plus précise, du coup sur une appli native iOS et une appli native Android, donc disponible sur les 2 plateformes, et qui viendrait en gros proposer voilà une innovation générale une application en tout cas moderne pour les utilisateurs qui se connectent sur leur application et puis qui retrouvent toujours leurs univers préférés dedans. Puis voilà. Ok, donc c'était vraiment créer l'objectif. Alors, si je me trompe pas, après tu pourras détailler l'objectif, Ouais, je c'était vais de là. créer une application où les utilisateurs peuvent avoir en fait leur compte assez personnalisé pour eux, quoi, finalement. Là où Ouais, c'est c'était toi. ça. En fait, c'est toujours l'objectif visé, Ok. d'aller de plus en plus vers l'aspect de personnalisation. Je pense qu'on pourra en parler après un peu plus précisément, Mhm. mais du coup, c'était de pouvoir retrouver dans sa poche une application sur mesure en tout cas, et plus des web views qui te font charger des choses, où tu es obligé systématiquement dès que tu rouvres l'application de te reconnecter à ton compte, parce que le cookie web, etc., il est très vite périmé. En tout cas,
il était pas suffisamment bien paramétré, en tout cas côté Kiabi, pour permettre une connexion permanente. Enfin bref, c'était quand même beaucoup plus pénible en termes d'expérience utilisateur que d'aller finalement faire de la découverte catalogue et puis d'ajouter ça à son panier et puis de payer son article, tu vois. Ok. Après, la mission principale, en tout cas, les éléments business principaux que j'ai dû suivre, c'était du coup, il faut prendre en considération toutes les options d'omnicanalité possibles à proposer à l'utilisateur, lui faciliter en tout cas depuis l'application, eh bien sa venue dans un magasin qui habite. Donc Donc son ça, c'est rapport, ok. son lien, C'est ça ça, c'est l'objectif, c'est l'objectif. d'attirer l'utilisateur dans le Ouais. magasin. Ok. Ça, c'est résolument l'objectif 2025-2026 avec des données précises à valider sur cet élément business. C'est vraiment de développer toute la partie omnicanal. À Donc l'ère faire en du sorte. digital et de la livraison, c'est quand même un challenge qui est énorme. Alors c'est un challenge énorme et à la fois il n'en est pas moins hyper cohérent, en tout cas de mon point de vue, vis-à-vis de la cible utilisateur et vis-à-vis du réseau de magasins qui habillent à travers la France et dans les autres pays sur lesquels il est représenté. Parce qu'il est représenté dans 5 pays hein, Ok, qui habillent. est-ce que c'est quoi la cible? La cible, elle se déplace déjà? Elle est moins peut-être. C'est la cible, c'est des mères de famille. En fait, la cible principale, c'est une femme dans une trentaine d'années qui a des enfants et qui en fait c'est plus facile pour elle en tout cas d'aller voir les vêtements sur place dans un magasin pour pouvoir acheter ce qu'il faut pour elle, ses enfants, potentiellement son conjoint ou sa conjointe et voilà. Donc ça, on pourra y revenir justement après parce Ouais, que ça doit impacter plein d'éléments oui, pointus justement, oui, voilà, qui est important. Est-ce que le vêtement par exemple est disponible en magasin, etc. Mais d'abord, peut-être, exactement. quelles étaient tes premières missions quand t'es arrivé du coup, Ouais. que ton premier jour ou au moins ta première semaine, ton premier mois, et ensuite tu peux développer. Première mission principale, ça a été dire bah voilà Ted, on a en fait moi je suis arrivé entre guillemets un tout petit peu en retard dans le projet, en fait avec un décalage de quelques semaines. Mais il y avait, et en fait avant, donc qu'est-ce qu'il y avait? Bah il y avait les gens qui m'attendaient, c'était ben l'équipe de développement iOS, l'équipe de développement Android, le product manager qui est en fait mon ami Xavier qui m'a rencardé sur le projet justement, et puis les développeurs back. Ok. Et Ouais, donc fallait qu'ils aient à manger eux, justement et en pour. fait il fallait qu'ils aient à manger. Et du coup la première là les mecs ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit ah trop cool, on a enfin le designer qui est avec nous. Bah en fait il nous faut des écrans. Et là, je me dis ok, bon, ça va être, on va voir ce qu'on a déjà à disposition. Ouais, ouais, regarde un petit peu et dis-nous ce que tu comptes faire. Et en fait, je m'aperçois qu'en réalité, chez Kiabi, ben, la culture, en tout cas, la culture du design ou quoi, elle est assez récente. Mais du coup, alors c'est super bien. Il y a des product designers dans toutes les autres squads. Nous, on est la squad app mobile. On est une squad dépêchée directement pour dépoter l'application mobile sur Android et iOS. Voilà, c'est Donc on est une complètement équipe dédiée à ça indépendant. et une équipe assez indépendante, effectivement, autonome et indépendante. Et en fait, bah du coup, en gros, je me dis bon, comment on va faire ça? Je vais regarder un peu. Est-ce qu'il y a un design system en général chez Kiabi, etc. Et en fait, il y en a un, mais il est très très limité. Il est très limité et surtout, bah, il n'a pas du tout les codes d'application native. Il n'y a pas les codes de la navigation sur une application. Il n'y a pas ni iOS ni Android réellement. C'est voilà, ils ont leur code web en fait totalement custom. Mais ça ne peut pas correspondre, enfin en tout cas on ne peut pas faire grand chose avec ça, notamment sur les applications mobiles. Et du coup moi, mon parti pris, et j'ai expliqué ça à la fois à l'équipe
et à la fois au directeur produit. Du coup, je leur ai dit, et donc à mon PM, hein, bien sûr, avec Xavier, donc le product manager, je leur ai dit, bah voilà, moi ce que je compte faire, puisque il n'y a pas une direction artistique très très forte, en tout cas sur le point de vue des outils ergonomiques. Donc, tu vois, les outils interactifs, il n'y a pas Mhm. une direction artistique hyper forte. Et nous, on aura besoin de plus d'outils que ce qui existe sur le web pour améliorer l'expérience utilisateur, justement. Du coup, moi, ce que je vous propose, et puisque moi, mon rôle, c'est pas de développer la direction artistique de Kiabi, mais bien de développer du produit, eh bien, c'est que on s'appuie sur les guidelines de Google Material d'un côté et de Human Human Interface Interface, ouais. Guidelines de chez iOS, donc D'accord. de Du chez coup, en Apple. fait, c'est important parce que beaucoup, justement, trop de designers prennent un UI kit ou potentiellement un design system qui ne correspond pas, justement, à la propriété qui est le native design. Donc Ouais, ça, c'est c'était ça. aussi important. Ouais. C'est ça, et en fait, en plus, donc ça c'est le challenge le plus compliqué à relever, parce que moi j'ai mes convictions de designer qui sont assez simples, hein. C'est que, à mon sens, l'expérience utilisateur elle est la plus appropriée lorsque on utilise des standards pour les utilisateurs. Un utilisateur qui utilise le système Android, il a besoin, en fait, il utilise tout le temps, en fait, dans son téléphone directement, dans son smartphone, bah, des outils Android, des outils de Google Material, et donc il sait les utiliser. Et en fait, il s'attendrait à les retrouver sur les applications qu'il utilise au quotidien dans son smartphone. Et c'est la même chose sur iOS. Sur iOS, eh bien, il y a des outils ergonomiques qui sont faits pour la navigation, la tab bar, elle a un style, la navigation bar, elle a un style, les segmented controls, etc., etc., les switches, les toggles, quoi. Donc il y a une Bref. personnalisation qui a été limitée quand même par le natif. Ouais, alors du coup, en fait, grosso modo, c'est justement parce que je n'avais pas une DA, tu vois, une charte graphique assez riche pour être justement déclinée sur du natif, que je me suis dit, bah, en fait, je vais pas aller chercher trop loin. Je vais utiliser les couleurs principales de Kiabi. Je vais utiliser une typo de chez Kiabi. Et en fait, par contre, je vais venir l'appliquer sur les outils ergonomiques donnés nativement. Alors, pour faire ça, j'aurais pu, et je pense qu'il y en a plein qui se disent sûrement ça, ah bah, je vais utiliser les différents kits, les Global User Interface, les kits qui sont dispo sur Figma officiellement par à la fois Android, par à la fois iOS. C'est là que par contre, c'est là que j'ai mis un stop là-dessus parce que je me suis dit ça va être inintégrable puisqu'il faudrait quand même que ce soit costaud et que ce soit facile pour mes développeurs à utiliser. En fait, il leur faut un design system. Il leur faut un design system qui soit facilement implémentable, qui soit commun aux deux. Quand je dis design system, c'est surtout c'est la nomenclature, les variables, les éléments nommés, etc. Et qu'ils y retrouvent à l'intérieur des composants, par contre, natifs de Mhm. chacun des deux systèmes, à Ouais, la donc en fois fait, iOS et à la fois Android. donc toi, tu modifies clairement, en fait, c'est les couleurs, les bordures, Ouais, oui, la typographie, des choses, voilà, qui sont ouais, c'est ça. dans l'atomic design, un peu vraiment les atomes, enfin les Ouais, deux les premiers, en atomes. fait, Ouais, c'est ça. En fait, les fondations. Ouais. et du coup, en fait, par le fait que je veuille proposer à mes développeurs bien un système commun, bien en fait, il faut que je refasse quasiment l'intégralité des composants selon les codes de mon design system. Donc en fait, il faut que je refasse les tab bars. Il faut que je refasse les navigation bars et les top app bars. Quand tu Il dis faut refaire, c'est pas refaire le design entier, mais justement juste toucher justement à ces fondations-là. C'est Ouais, ça. c'est de reprendre en fait, je fais en fait du reverse design. C'est que j'ai les guidelines iOS pour comment est faite une tab bar. Je la reproduis avec mes standards, ma manière de le designer sur mon fichier. Je reprends, tu vois, les valeurs de padding, margin, etc., etc., tout ce que tu veux. Mais en fait, je le construis à ma manière en utilisant des variables qui sont dans un design system, tu vois. Et les développeurs, ils ont quasiment le même design system à venir choper et à implémenter dans les apps.
Donc, comme c'était des développeurs aussi natifs, ils avaient des Ouais, développeurs iOS oui, et Android. Eux, ils avaient exactement. vraiment, ils pouvaient limite aller prendre en fait un composant directement de Human Ouais, Interface Guideline ouais, et de voilà jouer le custom parce que Teddy m'a dit oui. voilà Si ça la jamais il bordure a, elle est 8 pixels quoi. Ouais, c'est ça. Si jamais il a besoin, voilà, bah, la colorimétrie, ce sera ça, parce que du coup, on utilise des couleurs issues de Kiabi, etc. Et, euh, et voilà. Par contre, tu vois, il y a des trucs sur lesquels, ah non, non, là, la valeur, qu'importe ce que je peux mettre moi, toi, tu suis vraiment ce qu'impose le système, tu vois. Donc, notamment, pour donner un exemple bateau, c'est que j'ai un padding supplémentaire en bas d'une tab bar pour laisser passer la barre, la control bar, tu vois. Sur iOS, ce padding là il est imposé par le système, basta quoi, tu vois. Moi j'ai pas à dire ah non tu m'augmentes ou tu me diminues machin. C'est on utilise les éléments système comme ça. En fait, on est sûr que l'expérience utilisateur elle est la plus proche de ce que doit ressentir un utilisateur iOS ou un utilisateur Android. Donc ne jamais casser, en gros, hein, la leçon c'est un peu ne jamais casser l'expérience, surtout sur du natif que Bah ouais. l'utilisateur a Alors l'habitude d'avoir. effectivement. Et là, c'est là que c'est très compliqué pour moi. Parce qu'en réalité, du coup, chez Kiabi, donc du coup, la direction produit, enfin tous les confrères chez Kiabi, en fait, ils se comparent énormément, ils comparent leurs produits avec les autres acteurs, tu vois. Et les autres acteurs, ils ont exactement la même stack que nous chez Kiabi, entre guillemets, c'est que eh ben en fait, ils viennent du web et en fait ils ont fait des adaptations et aujourd'hui les applis, que ce soit les marques les plus connues, hein, Decathlon, Leroy Merlin, t'as tous les autres, donc enfin des Uniqlo, Zara, tout ce que tu veux dans le monde, dans le retail, dans la vente de vêtements, bah en fait ils ont tous fait un design totalement custom. Et moi qui arrive avec ma philosophie de dire ah non, en fait, on va utiliser les éléments propres à chacun des systèmes pour ne pas perturber l'utilisateur et faire en sorte qu'ils se concentrent sur le contenu et les workflows principaux pour pouvoir maximiser, ben, en fait, la conversion. Et ben, en fait, bah, si il y en a un chez Kiabi qui dit ah mais moi j'aime pas le style de ça, en fait, moi j'aime pas le style des segmented control. Ah non, moi je voudrais autre chose. Bah en fait, c'est hyper compliqué de dire mais et pourquoi il est différent pourquoi le segmented control enfin là sur iOS, c'est un segmented control et de l'autre côté, c'est des tabs dans le truc Android. Bah parce qu'en fait, du coup, le code sur Android, c'est d'utiliser des tabs, le code sur iOS, c'est d'utiliser segmented. Bah ouais, il faudrait mettre le même pour les deux. Et ben c'est là que je dis non. Je dis ben non, justement. Et ça, c'est hyper compliqué C'est pour à l'expérience convaincre. justement, comme tu me disais, Ouais, c'est pour l'expérience, mais est-ce que c'est aussi pour la maintenabilité? Est-ce que ça joue beaucoup ou pas? bah ça peut. Oui, ça joue. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire de toute façon, c'est que qu'importe le composant, il va être développé d'une manière sur iOS et il va être développé d'une manière sur Android. Donc en fait, déjà, on va devoir maintenir, même si c'est le même design, on va devoir maintenir deux composants quand même côté code. Tu vois. Donc en fait, à ce moment-là, que je dise bah, en fait, utilise le segmented control de base et utilise les tabs de base d'un autre côté. Bah oui, je facilite tout le monde parce qu'en fait, ces composants-là, pour la plupart, hein, pas pour tous, hein, pour la plupart, ils sont déjà prédéfinis et ils sont directement utilisables par les développeurs. Et en fait, moi, je custom grosso modo certaines couleurs de la colorimétrie principale de l'app à la rigueur et basta, tu vois, c'est tout. Et en fait, je trouve que c'est hyper efficace. C'est effectivement robuste parce que du coup le composant lui il a été travaillé par les équipes d'Apple avant moi. Je peux te dire que celui qui remet en cause l'ergonomie de certains outils d'un système en fait, enfin d'un OS, je dis bah ok peut-être, mais demandez directement à Google. Mais en tout cas, à mon avis, tu sais, ils ont fait des études bien mieux que n'importe quel designer qu'on a chez nous, tu vois. Voilà, ils l'ont pensé le truc. Donc bref, voilà. Ok. Donc ça, c'était vraiment tes débuts, de pouvoir prouver, voilà, d'implémenter ce design system-là, Ouais, de dissocier ce design system et en même temps de le mettre à la fois custom. oui, Et ça, c'était au début. Et après, ouais. si on rentre un petit peu, voilà, dans l'app au fur et à Mmh. mesure, Ouais. comment, voilà, tu as designé l'app, comment, quels sont les éléments que tu as mis à l'intérieur, comment tu les as prouvés, est-ce que avec des chiffres déjà, est-ce que tu avais de Ouais. la donnée, voilà, des petites choses.
Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que sur la version 1 de l'application, donc c'est la version que aujourd'hui, enfin donc à date, hein, on est en début avril 2025, la version 1 vient de sortir. L'idée principale de cette application, c'était je caricature, c'était de recopier le web. C'était de proposer à minima toutes les fonctionnalités principales qu'on peut retrouver sur le site internet de Kiabi. Et donc, pour ce qui était de développer certaines features, ce qu'il nous fallait, c'était absolument reprendre les règles métiers qui sont appliquées sur le web. Donc, il y a plein de choses dans l'application qu'on peut améliorer, mais c'est dans le cadre de Kiabi en général, tu vois. Ça, nous, on n'a pas challengé ces parties-là. Nous, en fait, notre travail, il a été déjà de rattraper l'existant, tu vois, de nous mettre un peu ISO avec le web. Ce qui a Et été fait quand en pas beaucoup de mois, du coup. ce qui n'a été fait en très peu de temps, effectivement. Ouais, parce que du coup, on a mis moins d'un an pour faire l'application, donc enfin en fait en 9 mois. En réalité, c'était un peu moins. Et en fait, il y a eu il y a plein de choses, hein. C'est quand même, faut se dire que c'est une grosse boîte. Les enjeux sont énormes et que on peut pas prendre des raccourcis dans tous les sens comme on voudrait, comme on pourrait le faire dans le cadre d'une startup. Et donc forcément, il y a des choses qui prennent plus de temps, il y a des protocoles à respecter, et ça, évidemment, c'est à prendre en considération. Mais en réalité, 9 mois pour partir d'une feuille blanche et de développer 2 applications mobiles natives qui reprennent tout le catalogue de Kiabi, les fonctionnalités de Kiabi, etc., qui permettent aux utilisateurs de faire comme avant, à minima de commander et de faire livrer dans leur magasin favori, etc. C'est déjà pas mal. Mais en fait, sur le chemin, eh bien, on a pu évaluer des opportunités d'amélioration design à apporter directement dans la version 1. Et comme les objectifs, ils étaient clairement établis par notre directeur produit e-commerce, donc qui s'appelle Michael Kusper, comme sa direction, c'était de dire, il faut qu'on développe les outils, en tout cas des fonctionnalités qui sont des fonctionnalités omnicanales. Bah en fait, on a en même temps défriché le terrain pour faire tout de suite des améliorations. Et notamment, une amélioration qu'on a apportée, qui n'était pas disponible sur le web avant, et qui a pu être réalisée, et qui est maintenant aussi disponible sur le web en plus, c'est d'avoir en direct le stock magasin d'un article. Mais disons que avant tu pouvais le voir, mais l'expérience était un peu difficile, puisqu'il fallait tout le temps que tu cliques sur voir les stocks. Je dis bien cliquer hein, sur le web. Hein. Voir les stocks, rentrer, même si tu étais connecté, hein, mais rentrer ton code postal pour ensuite faire une forme de localisation de l'intégralité des magasins, et de voir sur la taille que tu avais sélectionnée, de voir s'il est en stock dans les magasins. Si tu voulais changer de taille pour voir si l'autre taille était disponible, tu devais tout fermer, sélectionner la taille, voir les stocks, remettre ton code postal et machin. Donc c'était un peu pénible. Et nous, en fait, on a changé un peu ce modèle-là, c'est que sur l'application, directement, quand tu arrives dans une fiche produit, tu vois, t'as automatiquement sélectionné une des tailles qui est disponible, la première qui est disponible, et tu peux même sélectionner celles qui ne sont pas disponibles à l'achat en ligne. Et quand tu sélectionnes la taille, tu as un module, enfin tu as une section juste en dessous du bouton acheter, grosso modo, qui te dit ah bah cette taille-là est disponible sur ton magasin favori. Et Donc en là, c'est plus, dynamique. comment? Donc c'est dynamique. Ouais, totalement dynamique. Et d'ailleurs, je parle de magasin favori. C'est la première chose qu'on a ajoutée dans l'application qui n'était pas disponible avant pour les utilisateurs de Kiabi sur le web. C'est que à l'onboarding de l'application, on faisait sélectionner le magasin favori de l'utilisateur. Des chiffres donnés directement dans Kiabi démontraient que plus de 80% des utilisateurs qui achètent dans un magasin n'achètent que dans celui-là. Tu vois, ça, c'est des données. Alors du coup, on a eu accès à plein de data, hein, évidemment. Mon product manager, lui, il est allé créer des tableaux dans tous les sens, chercher de la data dans tous les sens pour corroborer un petit peu nos actions.
et justement valider derrière la nécessité ou pas de faire une implémentation de nouvelles fonctionnalités. Et tu vois, objectif, il faut faire de l'omnicanal. Oh, j'ai fait mon petit pouce, je sais pas si tu vois ça à la caméra. Ouais, Comment- il y aura des personnes qui vont l'écouter en podcast, mais ce Ah qui se oui, passe à la vidéo, pardon. c'est il y a un pouce qui vient d'apparaître comme, Ouais, parce que je parce c'est que une je feature. mettais ouais, parce que je montrais mon pouce. Bref. Et du coup ouais, l'enjeu c'est de faire de l'omnicanalité. Bon du coup, ça nous paraissait évident que ce soit intéressant d'avoir les informations des magasins, hein. Et en plus de ça, quand on nous a dit en fait nos clients quand ils vont dans un magasin, ils restent que dans celui-là, ça nous est paru absolument évident que de lui faire sélectionner son magasin favori et qu'il puisse accéder aux informations de son magasin favori très facilement. Et notamment, surtout, quand il parcourt son catalogue dans l'application, qu'il ouvre un produit, et bien qu'il voit tout de suite la disponibilité d'une taille dans son magasin favori. Ok. Est-ce qu'il voit quand même les produits des autres magasins? Ouais, les stocks des autres magasins, oui, oui, il Oui, peut. oui. Ok. Ouais, il Donc, sélectionne en fait. Il y a une, il y a une carte qui te dit, voilà, à Kiabi Village, notamment à Villeneuve d'Ascq, cette taille, elle est en stock. Mais tu peux toucher cette carte pour ouvrir une modale qui te montre l'intégralité des autres magasins, en fait, enfin le stock de ce même produit, de cette taille, dans des autres magasins à proximité. ok, génial. Donc c'est vrai que du coup, si je comprends bien, c'est vous avez eu l'impact après d'améliorer à la fois le web. Donc c'est une équipe qui est venue Ouais, pour de l'application native oui. vient ensuite améliorer le web et améliorer l'expérience générale. Ouais, effectivement, on a eu en fait ces plusieurs casquettes à la fois. C'est que, comme je te dis, en fait, on a pendant le développement et même, alors il y avait quand même des choses qui étaient prévues en amont, hein, dans le développement, mais on a évalué des opportunités qu'on a pu prendre en considération et mettre en place. Parce que derrière, on a des personnes qui sont hyper compétentes. Et ça, surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que la réussite de ce projet, elle était possible que parce que j'avais avec moi, en tout cas, une équipe de brutes épaisses, quoi, dans leur métier. Les développeurs iOS, Android sont excellents. Ils sont tous seniors, très expérimentés. Donc ça permet de faciliter énormément les choses, gagner un temps monstrueux. Ils sont tout à fait autonomes et je te dis, ils ont une telle expérience que du coup, moi, c'était très facile de parler avec eux. Et donc du coup, tu vas trouver des consensus, faire des allers-retours entre nous, c'était hyper simple et hyper facile. Et en plus de ça, on a eu le droit à avoir dans notre équipe 2 cadors total en back office, en back-end. Pardon, en back office. À chaque fois, je dis back office, c'est un truc de fou ça. Ça c'est ouais, en back-end. Et en fait les gens, j'ai eu 2 personnes avec moi. C'est vraiment, ils sont hyper balèzes. Et en fait, eux, leur travail, il a été de faire du reverse engineering, tu vois, des règles métiers, parce que en réalité, aller chercher les informations, les datas, les mettre à disposition des applications mobiles, c'était pas facile parce que tout n'était pas forcément documenté. Ça l'est jamais dans aucune boîte, hein. Il y a pas, ça n'existe pas. Genre ah ouais, ils ont tous à bien documenter l'intégralité de leur web service, etc. Machin. Non, non, pas du tout. Ils ont dû aller défricher des bases de données, des web services, etc., pour mettre à disposition spécifiquement des apps mobiles, du coup, et bien des données. Et là, c'était hyper tendu. Et en fait, on avait avec nous, du coup, des mecs absolument brillants en fait hmm. dans leur métier. Ils ont réussi. Donc tu vois par exemple le travail sur les afficher les stocks directement en sélectionnant la taille en direct et tout. C'est un service qui a été monté de toutes pièces par l'équipe mobile. Ok. Et ça c'est parce que j'ai fait des designs. C'était important pour le côté omnicanal. C'était vraiment très business. Mhm. Et là, du coup, et puis même, c'est in fine pour les utilisateurs finaux, c'est génial, quoi. Enfin, tu vois tout de suite l'information. Et en fait, j'en a fait des allers-retours avec le back-end, avec l'architecte, l'architecte des data.
Et en fait, le mec, il me dit, bon, attends, je vais essayer de creuser, je vais aller voir, je vais voir si je peux afficher cette data. Il faut évaluer, la lourdeur de la requête. Est-ce que ça va pas être trop gourmand? Est-ce qu'on va pouvoir, tu vois, rafraîchir la data facilement? Puisque si j'affiche ça avec tout le détail produit, il faut aller d'abord chercher toutes les images, la description, toutes les valeurs des variants, puis en même temps aussi le stock de ce produit. Ça peut être lourd à charger et il faut que ce soit performant. Donc du coup, ça, l'architecte, lui, c'est lui qui a un petit peu évalué si c'était OK ou si c'était chaud. Ouais, Et ok. Donc, voilà. je trouve vraiment intéressant parce qu'en fait, malgré que ce soit une grande entreprise, souvent on dit que c'est dur de faire bouger les choses. Voilà, là, avec une équipe, justement, avec de l'expérience, avec des preuves, justement, en allant Ouais, chercher les informations. Et aussi, là, cette ouais, feature-là, elle a été poussée par le design. Donc, toi, tu as aussi ouais, un impact, en fait, qui est énorme. Donc, le design a un impact ouais, dans une entreprise, oui, bien sûr, avec des gens qui, derrière, en fait, te suivent et suivent, justement, l'expertise. Et je trouve ça intéressant, justement, parce que c'est pas tout le temps ça. C'est voilà, on a aussi des entreprises qui sont drivées par le design. Là, ça l'est. Du coup, dans l'expérience que tu me racontes, c'est quand oui. même un peu drivé par ça. Oui, c'est drivé par ça. Alors, évidemment, bah, il faut se dire que, tu vois, il y a, enfin, il y a toujours des difficultés dans Oui, toute bien sûr. entreprise dans ce Mm. genre-là. Mais nous, on nous a ouvert la voie. La voie, elle nous a été ouverte par, du coup, le directeur produit e-commerce, hein, Michael Cusper, qui nous a vraiment donné le maximum de clés. Il a été vraiment il nous a favorisé les choses en fait. Il nous a vraiment permis, il nous a vraiment aidé, il nous a permis de vraiment creuser les choses profondément. Il nous a donné en tout cas, il nous a fait confiance. C'est ça en fait. Il nous a fait confiance. Mais il faut se dire aussi que de toute façon, les enjeux, ils sont si importants. Il y a un budget énorme sur cette conception d'application. Il y a une stratégie d'entreprise qui est énorme, tu vois, basée sur l'omnicanal et sur le fait que le digital puisse ramener des clients supplémentaires et en faire adhérer des nouveaux, pardon, et surtout oui, en faire fidéliser beaucoup. Ouais, de Donc l'acquisition dans un premier l'acquisition temps, de la fidélisation et et c'est ça, acquisition, activation, rétention. activation, rétention. Exactement. Et ça, du coup, c'était vraiment les objectifs donnés par la section digitale. Je me permets quand même de dire que enfin, le, le pan digital e-commerce de Kiabi n'est pas, n'est pas le revenu principal de la marque. La D'accord. marque, elle fait son chiffre d'affaires au maximum plutôt directement dans les ventes physiques en magasin. C'est, tu vois, et donc en fait, l'objectif, c'est d'améliorer ces chiffres côté digital, mais tout en garantissant que ça puisse permettre de l'efficacité dans le physique. C'est pour ça cette Hmm. direction omnicanal. Ok, donc c'est Euh, vraiment, vraiment acquérir, effectivement, acquisition principalement sur du ouais, digital, c'est parce ça. qu'ils ont déjà l'acquisition en magasin. Et Oui, c'est ça. à date, est-ce que justement, avec la sortie de l'application depuis quelques mois, est-ce qu'il y a déjà des chiffres qui sont sortis ou je sais pas si Hmm, c'est je, autorisé ou pas? Non, je pense qu'il n'y a pas de chiffres qui sont sortis. Je peux pas t'en donner évidemment, Mhm. mais disons que, alors bon, là on est en pleine sortie de l'app. Il y a eu énormément de communication, donc forcément il y a un rebond sur l'efficacité du digital. Du coup, on voit que bah, ça commande via les nouvelles apps et c'est très chouette. Ouais, le but du jeu c'est quand même de faire monter les chiffres du digital tout le long de l'année et l'année prochaine grâce à des applications natives qui permettent, tu vois, un parcours optimisé, personnalisé, et des fonctionnalités très smart dans les applis, et que, ben, en fait, elles soient le compagnon de la garde-robe des utilisateurs, quoi, du coup. Alors du coup, avec tout ça, on a fait quand même on a mis en place, tu vois, des fonctionnalités. On a essayé de faire en sorte de donner, tu vois, des fonctionnalités utiles aux utilisateurs. Ce qu'ils n'avaient pas avant sur le web et donc du coup par extension sur l'ancienne application qui n'était plus ni plus ni moins que du web responsive, hein, je le répète. Ben, en fait, ils ont pas de système de wishlist par exemple. Et du coup, bah nous on en a mis un.
On a dit, allez, on va essayer de mettre en place une wishlist. C'était hyper demandé par les utilisateurs, ça, on a pu le vérifier. On a pu faire des interviews utilisateurs, etc. On a vu toutes les demandes répétées, enfin, vraiment, c'était infernal là-dessus. Genre, il leur fallait une wishlist aux gens. Notamment pour les mères, les pères de famille qui veulent justement constituer la garde-robe de leurs enfants. Ils veulent faire du repérage sur le web, tu vois, donc sur les applis mobiles également. Et en fait, ils ont pas de wishlist à disposition pour pouvoir constituer leur panier facilement, etc. Et surtout qu'il Donc y a des études en plus en ligne à ce niveau-là ouais, je me bien rappelle sûr. plus très bien, mais c'était Oui, les personnes qui ont une wishlist achètent, je sais plus combien de pourcents ouais, du ouais, panier, mais il faut un gros panier pour pouvoir acheter plus ouais. tard. Voilà. Ouais, enfin, en C'est fait, important. en tout cas, tout, on pouvait totalement corroborer le fait, enfin, tout nous menait sur la simple volonté de l'ensemble des utilisateurs qui nous réclamaient la wishlist. Et ben, on Mhm. l'a implémenté. Du coup, on a implémenté une première version de wishlist. Je dis bien une première version parce que du coup, on a des évolutions dans le futur qui Ouais. devraient être intéressantes Mais c'est autour ça de la qui est wishlist. c'est ça qui est passionnant. Et bon là on va justement arriver pas vers la fin, mais on va commencer un peu à conclure le podcast. Avant ça, j'ai encore quelques questions bien sûr, hein, Vas-y, parce que vas-y, vas-y. justement t'as dû maintenant tu dis que tu es encore chez Kiabi. Ouais, Est-ce ouais. que du coup tu as remis le projet à quelqu'un? Est-ce que tu l'as transmis? Et après ça, j'aurais une autre question, c'est quels ont été tes plus grandes plus grands défis? Voilà, après si tu as autre chose à rajouter, c'est vraiment je suis Ouais. preneur aussi. Écoute, en fait, je suis toujours sur le projet appli mobile. Donc, euh, donc en fait, il y a un avenir évident sur l'appli mobile, sur le fait que c'est une version 1 qu'on a sortie. Mhm. Et tout projet, enfin, tu vois, on se l'est dit tout le temps ensemble et avec sur tous mes projets, je n'arrête pas de le dire. Quand on sort une version une d'un projet, c'est que le début du projet en fait. Hein. C'est vraiment, c'est là que le projet naît réellement parce qu'il est dans les mains des utilisateurs. Mais en fait, l'aventure, elle fait que commencer. Donc, il y a encore un bel avenir d'évolution. Et il est bien tracé et il y aura de quoi faire dans les mois et les années à venir sur cette appli. Là, je suis encore designer sur l'application mobile, mais je travaille aussi sur un autre gros projet de la marque. Et là, on enfin, c'est un step up et tout. Et Ah, secret. c'est pas vraiment un secret, parce que je pense que je peux le dire assez facilement. Personne m'en voudra, sinon on me mettra en cabane, on verra. Mais je travaille sur le design system, mais le design system du groupe en général, du Ok. groupe qui habille, et donc sur tous les produits, c'est le design system des produits numériques de Kiabi, qui aura son extension également sur la partie physique. Donc un design system cohérent, tu vois, une identité de marque qui se transmet à travers des outils ergonomiques sur le numérique et dans le physique, dans les magasins. C'est un projet au long cours, Génial. mais du coup, c'est un projet avec une envergure énorme, des objectifs de cinglé, enfin une ambition géniale. Et donc, ouais, là, je suis très content de travailler sur ce projet-là. Je suis évidemment pas tout seul là-dessus parce que c'est quand même un sacré bébé, quoi. Mais du coup, c'est toi qui prends ce relais-là ou tu te greffes à une équipe Je me greffe à une équipe. Hein. Je ne suis pas le lead designer sur cette partie-là, mais par contre, je fais partie de l'équipe de concepteurs en première ligne. C'est Ok. chouette. Et une autre question, après on va passer dans la dernière phase qui est juste un peu tes recommandations, etc. Mais quelles ont été tes plus grandes contraintes sur ce projet? Et je sais Ouais. pas si tu penses qu'on a fait le tour justement de toute l'application. On est parti justement de comment tu as Ouais. construit le design system, comment tu as amélioré l'application, etc. Oui. Et comment après tu l'as un peu remis du coup aux équipes. Ouais. Mais Oui, je pense que le plus important, il a été dit. Après, justement, tu parles ouais, les différentes contraintes ou du moins les challenges à relever. Ben, c'est que en fait, tu vois, il y a énormément de personnes qui travaillent dans le digital. Les enjeux, ils sont énormes. En fait, en fait, quand je fais un écran, j'essaye de me le rappeler le plus souvent possible, mais chaque écran va être vu par plusieurs millions d'utilisateurs. Plusieurs millions, hein, du coup, hein, c'est presque 1,5 million sur Android, si je dis pas de bêtises. Il y en a autant sur iOS. J'ai peur de dire des conneries, mais enfin, ce qui est sûr, c'est que sur une des plateformes, il y a plus d'1,2 million
sûr et certain d'utilisateurs, enfin, de personnes qui ont installé l'application. Du coup, ça en fait, j'ai une responsabilité énorme. Et en fait, il faut se dire que moi, comment dire, des idées de design aussi innovants que je puisse les avoir, et en fait, c'est pas toujours évident de pouvoir les placer. Parce que, en fait, les enjeux sont si importants que je ne suis pas seul à décider. Je dois travailler en équilibre total avec un product manager qui a les enjeux business de l'entreprise et donc des enjeux business des produits, avec les volontés, les besoins, les contraintes techniques des développeurs et les besoins réels des utilisateurs finaux. Et en fait, l'idée, c'est, moi, je suis au centre de tout ça, de ce triangle, et je dois faire les choix en connaissance de cause, les choix les plus optimums qui vont bénéficier aux utilisateurs, qui vont bénéficier et être faciles à implémenter par les développeurs et qui vont ramener du business Mm. potentiellement, tu Et tout ça, ça en découle justement de à la fois tes connaissances, c'est pour ça que tu vois. arrives à Ouais, faire et toutes les c'est- expériences que tu as eues déjà auparavant ouais, chez Teammate, tous les cas d'usage, etc. Mais aussi ouais, de toute la donnée que les gens vont t'apporter. Tu en ouais, parlais avec les développeurs, mais aussi tu as oui, sûrement dû travailler avec un data analyst justement pour pouvoir ouais. prouver tout ça. Ouais, donc en fait, il y a une pléthore d'outils qui sont disponibles, qui sont gérés par différentes équipes chez Kiabi. Il y a beaucoup de données. C'est quand même, il y a tellement de data que c'en est même assez compliqué à naviguer à l'intérieur quand même. C'est parce que voilà, chaque, Il y avait une stat, je crois que c'était 99% de la data dans le monde n'était pas exploitée, il y avait 1%. Je ouais, crois que c'était ça. Et dans les entreprises, du coup, c'est un peu moins, c'est mais ça. ça reste comme ça énorme. Alors après, voilà, ça c'est l'avantage de travailler dans une boîte comme Kiabi, c'est qu'ils ont mis en place pléthore d'instruments pour pouvoir monitorer des choses. J'ai accès. Alors là, faut savoir que le siège social de Kiabi. Il est à Villeneuve d'Ascq. Il est tout neuf. Hein, il vient de sortir. Moi, je me suis installé avec toutes les équipes du web, du digital en janvier 2025 là-bas. Et en fait, il est au-dessus d'un magasin Mhm. concept de Kiabi. Donc c'est génial pour le C'est moi je state-of-the-art. vois ça pour une opportunité géniale de pouvoir avoir accès aux utilisateurs qui sont directement en bas des escaliers Incroyable. de l'open space, tu vois. Mm. Ça c'est génial, c'est un gros avantage. Bref, on se rapproche des utilisateurs finaux et surtout c'est ça, faut aller voir les utilisateurs et ça c'est indispensable. Ce sera d'autant plus indispensable et je vais le faire d'autant plus que je suis proche des utilisateurs, mais surtout quand je vais devoir travailler sur des nouvelles fonctionnalités totalement innovantes. Là, j'aurai de l'étude utilisateur à faire. J'ai avec moi des personnes brillantes en UX. Qui tu vois vraiment de l'UX researcher, etc., Mhm. qui est assez costaud, assez balèze. Vraiment des équipes brillantes, et du coup ça je vais pouvoir m'appuyer sur elles Ouais. pour travailler. Mais du coup oui, beaucoup de recherche utilisateur, beaucoup de data, il faut défricher tout ça. Et attention, trop de data des fois, tu sais, des fois elles sont paradoxales. Mm. Et du coup il faut savoir après, avec toute l'expérience acquise, avec les contraintes données et puis les enjeux, les objectifs à réaliser, prendre les bonnes décisions. Des fois, on se plante, mais le but du jeu, c'est de reconnaître qu'on se plante et puis en fait de travailler à corriger le tir. Voilà. Donc pas mal d'humilité à avoir et surtout ne pas tomber amoureux de ses idées en tant que designer parce que ça c'est le pire qui puisse arriver, quoi. Je crois que je l'ai pas mal entendu ça quand on travaillait ensemble, que tu disais ton pas amoureux de Oui, tes idées. Et c'est vrai oui. que c'est avec du recul, c'est dur à faire, mais je pense que s'il y a vraiment qu'avec le temps qu'on apprend vraiment Ouais. à le faire, j'ai l'impression quand même. Oui, c'est avec l'expérience en fait, c'est avec l'expérience. Tu sais, même le designer, moi j'ai des super, enfin je pense avoir des super idées. Je me dis ouais c'est obligé, c'est excellent, etc. Et en fait tu t'aperçois que le client cible de mon application, là dans l'occurrence dans le cadre de Kiabi, ben en fait lui il en a rien à faire. Et ou alors il comprend pas. Euh,
toi, tu te disais, putain, mais pourtant, c'est un truc que je retrouve dans plein d'autres outils. Là, je le vois sur les sites américains, sur les applis américaines. C'est hyper bien présenté, c'est génial, c'est hyper fastoche. Pas du tout. Pas du tout. Et là, tu te prends une belle leçon et une belle leçon d'humilité, une belle correction de la part des utilisateurs finaux. Du coup, voilà, faut toujours garder de l'humilité, se dire, je pense que c'est une bonne idée, mais je peux pas t'affirmer que ça va être génial tant que je l'ai pas testé réellement, quoi. Voilà. Donc c'est un des premiers conseils justement. Est-ce que tu as rapidement deux, trois recommandations pour Ouais, déjà, en général, mais aussi pour réussir ce genre de projet? ouais. Oui, alors à l'échelle du projet, les recommandations d'abord, c'est la cohésion d'équipe, le travail avec tes équipiers. Savoir se faire confiance avec ses équipiers, donc il faut vraiment cultiver une forme de une philosophie, une culture d'équipe assez forte. Et moi j'ai de la chance parce que sur l'équipe avec qui je suis tombé sur les applis là, c'est euh, c'est des mecs c'est des mecs vraiment hyper qualifiés quoi. Alors, De pas remettre en question en fait les choix des autres parce que chacun a son expertise. chacun son expertise, justement apprendre des autres. Mhm. Apprendre des autres énormément du coup et du coup ça permet vraiment dans l'entente générale de voilà de poser des discussions tout à fait saines et de prendre des décisions. Et tu vois des fois on s'est retrouvé dans certains cas où on avait deux idées séparées, d'accord, contradictoires entre guillemets. C'était rare, mais c'est déjà arrivé. Et en fait, il fallait avoir l'humilité, que ce soit de la part du développeur et de ma part, de dire, eh ben écoute, on en remet la responsabilité de la décision au product manager, Mhm. qui va faire le choix avisé parce que lui, il saura ce qui est bon pour le business, Ouais. ce qui est bon pour les utilisateurs finaux. Ok, Et le juge de paix un peu, voilà, c'est le juge mais de qui a paix. un œil extrait, Ouais, mais extérieur, pas. ouais, c'est ça. Il a un œil un peu extérieur. C'est pas un techos total du dev. C'est pas un affamé du design et de l'ergonomie. Il a des bases très solides dans les deux sphères, tu vois. Mais lui, il a en plus la vision utilisateur dans sa tête et c'est lui qui tranche. Chacun aura donné ses arguments et tout. Et ça, en fait, ce qui est bien, c'est que je me suis jamais retrouvé dans la situation d'une confrontation claire et nette avec mes développeurs, avec mon product manager. Toujours, ça s'est passé dans l'écoute, dans la discussion, et tu vois, dans les concessions, et ça marchait trop bien. Donc du coup, et ça, c'est grâce à une culture d'équipe qui est très forte, tu vois. Ok. Ça permet d'assainir tout débat possible, etc. C'est ça qui a été cultivé par directement le product manager qui vous introduit Ouais. le directeur de produit Le directeur le facilite, mais c'est le product manager c'est le qui product cultive. manager Ouais. qui vraiment l'anime au Ouais. quotidien, tu vois, moi je fais des daily meetings donc tous les matins avec l'équipe, et daily meeting 20 minutes et tous les matins. Et en fait, on se dit les choses. Et puis quand le product manager repère des formes de tension, des problématiques, etc., il organise les choses pour fluidifier tout ça dans l'équipe et ça marche trop bien. Une autre recommandation que je peux faire, donc ouais, je te disais, et on n'en a pas beaucoup parlé dans le podcast, mais il y a un outil qui m'a largement aidé pour ma tâche parce qu'en fait, un designer sur deux outils, enfin sur deux applis, pardon, iOS, Android et tout, avec autant d'enjeux, avec autant de travail à réaliser parce qu'on est parti de zéro. Bon, il y a un outil dans ma vie qui a révolutionné tout ça, hein, qui a permis de le faire. Bah, c'est l'intelligence artificielle. Et moi, une recommandation que je dois faire pour réussir ce genre de projet, bah, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Tout outil qui permet de fluidifier les choses. Là, on pourrait repartir sur toute la nuit, parce que moi, il fait nuit hein, chez moi. Oui. Et On il pourrait commence repartir avec sur il fait discuter jour toute la encore. nuit. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup dans le podcast parce que j'aime bien voir ton expérience du coup en tant que Ouais, ouais, designer bien vraiment à sûr. part entière. Mais c'est vrai que Mm. ça reste indispensable maintenant et je pense qu'on commence vraiment à prendre à conscientiser tout ça Ouais, parce que c'est là toi ouais. tu vas expliquer rapidement comment tu l'as utilisé mais c'est vraiment tous les jours pour faire de la documentation
pour poser des questions, pour justement Ouais. demander aux devs, est-ce que tu peux me faire ça? Regarde, moi j'ai vu avec l'IA que c'était possible grâce à ça. Moi, ça m'arrive de temps en temps de proposer aux devs, bah voilà, là il y a une règle CSS qui marche, est-ce que tu peux l'implémenter? Ah bah oui, je la connais et du coup je vais l'apprendre. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais toi, vas-y, avec ton expérience, tu vas pouvoir... Ouais, non, mais bon, enfin, ça mérite, je te dis, ça mérite des podcasts entiers là-dessus. Mais moi, je suis à fond dedans depuis un an et demi. Ouais, ouais, c'est ça. Où vraiment, je suis aussi excité que ma découverte du Web 2.0 en 2005, tu vois. C'est vrai que t'as connu ça, toi? Bah ouais, j'ai connu ça. Parce que c'est insinué que je suis vieux, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Bah en fait, moi, j'ai découvert moi, je suis arrivé dans le web. Enfin, moi, ma première passion, c'est le jeu vidéo et le web 2.0. Hein. C'est ça qui a révolutionné ma, en fait, ma façon de penser, de me dire que je vais travailler dans les métiers du numérique, dans la tech, c'est obligatoire. Et ça, c'était en 2005. Et moi, je devenais fou. Le sentiment de liberté quand j'ai découvert le web 2.0, c'était dingue. Et J'ai le même sentiment, l'excitation, je les pense, que sentiments. toi avec l'IA en ce Eh moment. ben, Je en teste plein fait, de choses oui. comme Ben, là j'en en ce suis moment sûr. c'est Manus qui m'impressionne, mais voilà. Ben, j'en suis certain parce qu'en fait, j'allais te dire que moi, là, ce que je ressens aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, j'ai les mêmes sentiments, j'ai les mêmes émotions, j'ai les mêmes étoiles dans les yeux quand je vois les capacités qu'offre l'intelligence artificielle et du coup les opportunités que ça me présente, l'accessibilité a autant de possibilités, bah, je trouve que c'est juste c'est merveilleux quoi. Ça permettra ça va permettre de révolutionner vraiment beaucoup les choses. Évidemment, je suis pas assez expert en la matière pour pouvoir parler de problématiques éthiques, de problématiques Hmm. qui en aura Écologique, forcément. effectivement. C'est obligatoire. Moi, en attendant, ce que je vois, c'est tout ce que ça me permet de faire aujourd'hui que je pouvais pas faire hier. Et ça, c'est énorme. C'est Et énorme. ça t'a permis quoi dans ce projet-là Bah là, ça me permet de concevoir plus rapidement, plus efficacement, de manière plus robuste et comment et du coup, bah, tu vois, tout simplement de pouvoir être un seul designer à travailler sur les interfaces, deux interfaces pour deux plateformes, tu vois, et d'assurer une productivité qui est très proche de mes confrères des équipes d'à côté qui s'occupent que du web entre guillemets, du web et du responsive. En fait, voilà. Euh, Même sur la collaboration au quotidien, enregistrer toutes ces réunions et avoir un résumé en demandant spécifiquement à l'intelligence artificielle de me lister mes tâches personnelles à moi qu'il a captées dans la réunion pour que je les ai tout de suite dans une to-do, etc. C'est juste, c'est fabuleux et surtout, ben, challenger mes idées. Moi, je donne mes interfaces à une intelligence artificielle et je lui demande de la critiquer. À ce propos, j'ai demandé des informations à propos de ce qu'il fallait afficher, dans quel ordre fallait afficher l'œil ouvert, l'œil fermé sur un champ mot de passe, tu vois, et qui m'a démonté toute ma théorie personnelle que je maintenais depuis des années. C'était une grande discussion déjà quand on travaillait ensemble. Ouais, et bah t'avais raison. Bah ça fait plaisir. Bah c'est en plus c'est enregistré donc je pense que ça restera à vie maintenant. Mais Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que justement, justement, comment j'ai creusé spécifiquement ce sujet-là, parce que du coup, comme ça a été, on a eu des débats là-dessus, etc., et que je trouvais pas l'information sur le net qui me satisfaisait et tout. Bon ben, j'ai creusé le sujet avec une discussion avec un LLM avec des sources, etc. Et puis, bah, il m'a trouvé les bonnes informations, les bonnes réponses et les bons arguments pour c'est quoi la réponse montrer. finale alors? La réponse finale, c'est d'afficher l'icône qui représente l'état en cours du champ. Donc, si tu ne vois pas le mot de passe, tu as l'œil fermé d'afficher. Et quand tu cliques ou tu touches l'œil fermé, le mot de passe se révèle et l'icône change pour l'œil ouvert parce qu'il représente l'état dans lequel le champ il est. Bon, Et moi, je soutenais l'inverse. parfait. Parfait, maintenant on a la Ouais. réponse.
On va la Ouais. diffuser Et largement en plus, ça c'est ouais, bien. largement, ouais, carrément. Et non, mais et tu vois, tout ce genre, tu vois, c'est du détail et tout, mais tu peux faire des choses très macroscopiques avec l'IA pour défricher des sujets, et tu peux aller interroger un truc hyper précis, et ce sera toujours très enrichissant, ce sera toujours très pertinent. Il y a des sources à aller vérifier. Il faut évidemment faire attention à tout ce que donne l'IA, mais en fait, en posant des questions sous différents angles, etc., normalement, t'es capable de savoir si c'est vraiment pertinent ou pas, quoi, tu vois. C'est Euh, vrai que moi j'utilise rarement ChatGPT sans justement avoir coché en fait cette petite case qui est justement recherche sur le web. ouais, Parce qu'il me faut tout ouais, le temps ouais. les sources, il faut que j'aille Oui, vérifier. Et je pense que maintenant c'est indispensable oui, justement à la fois pour se faire, pour avoir une liste de sources à oui, aller c'est ça. consulter en général en tant que designer, mais aussi parce que c'est super important d'avoir justement C'est la ça. source. C'est ça exactement. D'ailleurs, à ce propos, pour la recherche comme ça, moi je vais commencer à passer sur Perplexity. Parce que justement, il a cette philosophie, il a un petit peu ces valeurs de donner les sources beaucoup. Mm. J'ai Euh, été moins content des réponses, même en forçant. Moi, hmm, par contre, que ouais, ChatGPT qui me donne forcément une réponse, même s'il va me dire, bah en oui, fait, c'est pas sûr, mais voilà. ouais, Il va quand même, là, Perplexity me donne des réponses, mais bon, après, peut-être que ouais. je l'utilise mal, mais en tout cas, Oui, il effectivement, faut il me donne chaque forcément les LLM sources. doit se faire un petit peu. Enfin, on doit connaître, on doit comprendre un peu comment il fonctionne. Tu vois comment le réseau de neurones a été travaillé, les data. Enfin bon, bref. Mais du Mais coup, c'est un autre sujet. ouais, c'est des autres sujets, mais c'est parce que je suis à fond impliqué là-dedans. Et en tout cas, aujourd'hui, ouais, l'IA, je l'utilise pour la création des interfaces, pour la prise de notes de réunion en général, donc la gestion de projet. Je l'utilise pour tout, hein. Et je l'utilise aussi beaucoup pour la création de documentation technique et la création d'éléments de spécifications techniques à mes développeurs. Par exemple, avec l'IA, j'ai pu préparer une fonctionnalité, un workflow dans l'application Kiabi, qui viendra dans les prochains mois, je l'espère en tout cas, une fonctionnalité super intéressante. Je peux pas tout dévoiler, mais j'ai utilisé l'IA pour créer carrément le modèle conceptuel de données et un et de et du et un UML de la base de données qui représente vraiment donc le diagramme de classe, quoi, Ok. qui représente en fait voilà comment je voudrais que soient architecturées les données dans le cadre de cette fonctionnalité. T'as fait le travail d'un back-end finalement, J'ai parce que fait le justement, travail du t'as... développeur. En fait, Ouais. j'ai pas fait le travail du développeur ou du back-end ou quoi. J'ai préparé son travail. En fait, ça nous permet de, tout simplement, en faisant ce que j'ai fait, à faire des itérations pendant 2 heures avec un LLM et préparer convenablement la fonctionnalité. Ça me permet d'économiser un atelier de une demi-journée avec 4 développeurs avec moi dans une salle de réunion Hmm. qu'aurait coûté tu vois quatre développeurs, ça fait En freelance, ça fait 2 jours, tu vois, ouais. ça fait 2 jours, 2 jours de facturation plus moi, plus peut-être le PM, donc tu vois, Ouais. bref, entre guillemets, j'ai préparé ce terrain-là pour dire que le fameux atelier qu'on va faire pour défricher la fonctionnalité, peut-être qu'il durera que 2 heures au lieu d'une demi-journée, tu vois. Ok. Ouais, c'est un coût, effectivement, ça permet de réduire les coûts et ça, c'est important aussi. Ouais, et moi, je dis que mon principal atout en tant que designer, ça a été d'avoir fait ma formation de développeur. Et d'abord. Et que, en fait, je le prône depuis, mais vraiment, depuis enfin, depuis voilà, de toutes mes années de product designer, l'un des atouts majeurs, ça a été d'avoir connaissance de comment est fait techniquement les choses derrière. Euh, vraiment, ça facilite énormément les choses. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune, euh, il y a plus aucune raison, euh, il n'y a plus aucune excuse pour un designer avec l'intelligence artificielle à portée de clic, à portée de clavier. Tout le monde est capable d'apprendre techniquement comment sont faites les choses, et tout le monde peut développer des petits produits et donc Hmm. mettre les mains dans le code. Et moi, c'est ce que vraiment, si j'ai une recommandation générale à faire à tous les product designers, c'est mettez les claviers souris dans le code, absolument. Allez-y à fond. Tu Parce prêches, que, tu prêches, tu prêches vraiment un convaincu. En ce moment, j'essaie ouais, justement avec Manus
Dès que Ouais. j'ai besoin d'un élément bien Mhm. particulier, je trouvais pas une application justement comme gérer mes tâches, mais en même temps d'avoir des sous-tâches, d'avoir des liens intérieurs, etc. Il n'y a pas d'application qui le fait. J'en ai pas trouvé. Du coup, j'essaye en tout cas de créer petit à petit justement cette application moi-même et essayer de la publier voilà, plus tard. Mais ça, c'est une Mhm. autre étape. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que maintenant, il y a plus de limite, entre guillemets, à ce Ah qu'on ouais, peut non. faire. Ah non, et il faut absolument y aller. Il faut absolument y aller. Être le plus curieux possible en tant que designer et toucher à tous Mm. les métiers parce que vraiment, voilà, le designer c'est comme un architecte en bâtiment, il doit connaître les matériaux, il doit connaître tout le terrain, à minima, les bases Mhm. pour pouvoir faire des plans les plus adaptés, quoi. Ok. Bon, allez, dernière question, parce que le podcast commence à se faire long. Est-ce Yes. que là, j'aimerais bien que tu nous donnes, voilà, en tout cas tes recommandations ou tes conseils à un designer junior ou intermédiaire un peu plus, parce que toi, tu es plus maintenant senior, Ouais, qui doit gérer, du coup, au niveau de sa carrière, mais aussi sur des projets un peu similaires ou d'autres projets en général. Enfin, c'est ouais, assez vague ok, comme question, ok, mais quels sont tes ok. conseils, quoi, plutôt pour junior Ouais, intermédiaire? ouais, moi c'est vraiment, c'est toujours la philosophie que je mets en avant pour, voilà, pour des conseils comme ça macro. Moi, la principale qualité, c'est la curiosité. Être curieux de tout. Poser le maximum de questions, être curieux, parce que quand tu es curieux, en fait, tu vas toucher à des trucs, tu vas défricher. Puis en défrichant, tu vas apprendre. Puis en apprenant, tu vas faire des choses. Et puis en faisant, en fait, tu en pratiques. Enfin bref, c'est que un cercle vertueux. Il faut être curieux, absolument curieux. Euh, et puis, ouais, voilà, fameux système de euh, tu vois, pratiquer, essayer, tu vois, essayer, échouer, recommencer, faire des, voilà, mettre les mains vraiment dans la technique, toucher à tout, en fait. Donc vraiment toucher à tout, avec cette curiosité en lame de fond. Normalement, vous êtes capable tous de réaliser ce que vous voulez. Et ouais, voilà, c'est ça. C'est moi, franchement, là-dessus, c'est la principale chose. Donc du coup, tester plein d'outils, euh, apprendre, être curieux. C'est vraiment le plus important pour moi. Je sais pas si il y a des autres trucs. T'as Ah, peut-être Ah, pardon. bah, tout à l'heure, je disais, voilà, de l'humilité aussi, savoir prendre du recul, savoir se dire que ah, peut-être que je suis pas assez expérimenté et donc je vais écouter les autres et ne pas tomber amoureux de ses idées, quoi. Ça, c'est super Hmm. important. Du coup, parce que forcément, le product designer, il a envie de créer ce qu'il a dans sa tête, tu vois. Or, en fait, il y a énormément de gens autour. Son impact, il y a pas que lui, quoi. Donc, en fait, il faut savoir aussi raison garder, quoi. Ok, ouais. Humilité et Mm. toujours tester, être curieux, etc. Ouais. Mais il y a plein de choses qui viendront aussi avec le temps. T'as des sources à nous citer? Des sources, ouais, moi, voilà, ma principale inspiration, elle vient de Dieter Rams, du travail de Dieter Rams. Moi, je le cite toujours quand on me demande un Toujours. peu comment ça se passe. Moi, vraiment amoureux de la vision de ce designer industriel de génie des années 60 jusqu'à 90. Euh, Vraiment, voilà, merveilleux. Et du coup, cette philosophie, elle est elle-même prise en inspiration par Apple, du coup, et le travail de Johnny Ive à l'époque, Jonathan Ive, le designer produit de chez Apple. Et voilà, en guise de source, ouais, regardez plein de vidéos, euh, parce que les vidéos, c'est vraiment le média, c'est vraiment un média par excellence, créer soi-même. Des vidéos aussi, c'est super intéressant. Moi, je le fais pas du tout et je pense que ce que je devrais, c'est ce que je regrette un peu. Je pense que maintenant que j'ai plus d'expérience, je devrais m'y mettre. Parce que partager son savoir, en tout cas avec une communauté, c'est super important. Mais du coup, comme ça, en autre source, à part ça qui est mon, tu vois, mon socle Ouais. fondateur, derrière, ouais, je pourrais avoir plein de choses, mais c'est vraiment, je pense qu'il faut commencer par là, quoi. Voilà, Bon, trouver un petit peu son socle fondateur à chacun. bon, c'est déjà bien. Et je pense que si les personnes sont restées jusqu'ici au podcast, j'espère que ça va en inspirer quelques-uns. Ouais, j'espère aussi, j'espère aussi.
Et je sais pas ce que je peux te souhaiter pour la suite. Déjà, merci beaucoup d'avoir été dans Bah, le podcast Les Super Designers. c'était trop cool. Et Franchement, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très très plaisir d'avoir enregistré ce podcast avec toi. Franchement, tu m'as suivi depuis le début. je te suis depuis le début et ouais, voilà. Enfin, franchement, voilà, nous deux, c'est quelque chose. Je suis très 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 content et très honoré de faire partie du podcast Les Super Designers, quoi. Déjà dans le titre, ça en jette déjà pas mal, quoi. Ouais, il y en aura plein d'autres, j'espère. Si d'ailleurs t'en as à me conseiller, tu me le diras après. Ah Pas de ouais, souci. ouais, j'ai des personnes, il faut que je te conseille, ouais. Franchement, oui, oui. Parfait. Bon, merci Absolument. beaucoup. Merci Léo, merci puis- infiniment. Puis à très vite. À très bientôt, ciao. Ciao. Merci beaucoup, salut.